3 milliards de dollars engagés, mais seulement quelques mois pour voir surgir les premiers signes d'une Terre régénérée, un paradoxe qui déroute même les observateurs les plus sceptiques. Ce contraste brutal entre la lenteur attendue d'un projet national et la vitesse réelle des premiers résultats révèle une fissure dans les certitudes qui entourent le Sahel. Alors, si cette accélération dépasse les projections, qu'est-ce que cela signifie pour vous face à la vision portée par Ibrahim Traoré? Peut-être l'annonce silencieuse d'un tournant capable de remodeler l'autonomie du Burkina Faso. Le projet présenté ne promet pas seulement une avancée technique, il redéfinit les conditions de survie et de souveraineté d'un pays longtemps contraint par la dépendance énergétique. Au cœur de cette dynamique, l'enjeu principal s'articule autour d'un bénéfice clair: stabiliser durablement l'accès à l'énergie et à l'eau pour les communautés les plus vulnérables. Chaque panneau solaire posé et chaque canal d'irrigation ouvert modifie l'équilibre entre précarité et résilience, créant une fenêtre rare où un modèle national peut réellement basculer vers l'autonomie. En arrière-plan, la réussite ou l'échec de cette initiative conditionne bien plus qu'un simple rendement agricole. Elle engage l'avenir économique, la cohésion sociale et la capacité du Burkina Faso à se soustraire aux pressions extérieures. Si cette trajectoire continue à surprendre, quelle marge de manœuvre reste-t-il au pays pour transformer cette impulsion en stabilité durable? Et si le véritable test ne commençait qu'à partir d'ici? Les premières données satellitaires publiées en 2025 révèlent une anomalie frappante. Sur plus de 4 millions d'acres, la régénération des sols progresse à un rythme 2 fois supérieur aux prévisions officielles. En parallèle, les registres énergétiques montrent une hausse immédiate de la production solaire, dépassant rapidement les 6000 mégawatts propres générés dès les premières phases d'installation. Ces chiffres, qui semblaient irréalistes quelques mois plus tôt, deviennent le point de bascule qui repositionne l'ensemble du projet lancé par Ibrahim Traoré. Les régions rurales, autrefois étouffées par la sécheresse chronique, se transforment progressivement en corridors d'irrigation régulière, où les réservoirs désormais remplis assurent une continuité d'eau autrefois impensable. La vitesse de cette mutation intrigue les observateurs internationaux, d'autant que le modèle repose sur une architecture hybride très simple: capter la lumière, la convertir en énergie, puis utiliser cette énergie pour faire revenir l'eau dans les zones stériles. Dans ce mouvement amplifié, le pays ne se contente plus de répondre à ses besoins de base. Il réorganise ses priorités économiques, réduit drastiquement ses importations de diesel et réaffecte des ressources essentielles à des projets locaux, créant un cercle d'autonomisation rarement observé au Sahel. Les communautés situées à proximité des hubs solaires expérimentent les premiers effets sociaux tangibles: des ateliers gérés par des femmes, des chaînes de séchage, des zones de stockage qui stabilisent l'alimentation des villages. Ce changement, loin d'être anecdotique, repositionne le Burkina Faso dans un débat régional plus large. Comment un pays enclavé, longtemps menacé par l'instabilité climatique et économique, parvient-il soudainement à inverser la trajectoire? À mesure que les rendements s'améliorent et que l'énergie circule dans de nouveaux réseaux, une question se dessine en filigrane. La rapidité observée est-elle un phénomène conjoncturel ou le signe d'un système capable de se maintenir et de s'étendre à grande échelle? Au centre du dispositif, une figure revient constamment dans les témoignages collectés autour des premières zones pilotes: les ingénieurs de terrain chargés de synchroniser les pompes, les batteries et les cycles d'irrigation sans interruption. Chaque journée commence pour eux au lever du soleil, avec un rituel presque militaire visant à vérifier l'alignement des panneaux et la pression des canalisations. Leur rôle, souvent invisible dans les rapports officiel, devient pourtant le pivot
de la stabilité du système. Sans cette précision quotidienne, aucune régénération accélérée ne serait possible. Dans le village de Gundi, un technicien raconte avoir observé en moins de 3 semaines la montée progressive d'un bassin d'eau, autrefois asséché depuis des années. Ce simple réservoir réapparu a permis aux agriculteurs locaux de relancer des cultures que beaucoup croyaient perdues. Okwakوis. À 200 kilomètres de là, près d'un autre hub solaire, une coopérative gérée par des femmes a réussi à rétablir une chaîne de séchage fonctionnelle, réduisant les pertes post-récolte et stabilisant les revenus des familles. Ces transformations rapides deviennent autant d'indices d'une dynamique nouvelle, enracinée dans une série de gestes techniques répétés avec constance. Chaque micro-victoire, qu'il s'agisse d'un champ reverdi ou d'un atelier rouvert, montre que la réussite ne tient pas seulement à l'infrastructure, mais à la coordination humaine derrière elle. Plus ces signaux se multiplient, plus ils laissent entrevoir la solidité du modèle naissant. La question essentielle demeure: cette cadence peut-elle tenir? Au début de l'année 2025, le paysage du Burkina Faso présentait encore les marques profondes de la sécheresse, mais quelques semaines plus tard, la ligne de transformation s'est imposée avec une clarté fulgurante. Les premières stations solaires installées dans les zones les plus arides ont servi de déclencheur, amorçant une inversion progressive de la dégradation des terres. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les équipes techniques ont rapidement multiplié les points d'irrigation afin de redonner une cohérence hydraulique à des territoires fragmentés depuis des années. Chaque installation de pompe devenait alors une brèche ouverte dans le cycle de stérilité qui dominait le Sahel. Les jours suivants, le déploiement s'est accéléré au rythme des offensives logistiques conçues pour frapper vite et fort. Dans les régions rurales les plus isolées, les équipes mobiles ont transporté des panneaux, des batteries et des modules d'irrigation, organisant la construction de hubs solaires à une cadence presque industrielle. Les riverains, intrigués puis rapidement impliqués, ont observé l'arrivée de ces structures métalliques comme le prélude à un changement qu'ils n'osaient plus espérer. Les premiers jets d'eau pompés par l'énergie solaire ont marqué un tournant décisif. La terre craquelée s'est assombrie, gainée par l'humidité retrouvée. Cette montée en puissance a atteint son apogée à la fin du premier trimestre, lorsque les relevés nationaux ont confirmé la revitalisation de 4 millions d'acres et la création de 2 millions d'emplois. Ces chiffres ont fait l'effet d'un choc sur la scène internationale, bouleversant la perception d'un pays que beaucoup considéraient encore comme un géant endormi. Les images satellitaires montrant les canaux d'irrigation miroitants ont circulé largement, défiant les modèles traditionnels de développement. Les villages autrefois plongés dans l'obscurité ont commencé à s'éclairer la nuit, reliant pour la première fois leur activité économique à une source fiable et propre. Cependant, cette phase d'essor rapide n'a pas été exempte de tensions. Les critiques ont rappelé que la dépendance aux équipements importés représentait une fragilité structurelle et que l'expansion trop brusque pouvait provoquer des pannes ou une saturation du réseau. Traoré et son équipe ont répondu en lançant les premières unités d'assemblage local pour réduire progressivement les importations de panneaux, de batteries et de séchoirs solaires. À mesure que ces usines prenaient forme, le système gagnait en résilience, montrant que l'ambition ne reposait pas uniquement sur l'énergie solaire, mais aussi sur l'industrialisation progressive du pays. La transformation sociale, elle, suivait un rythme tout aussi intense. Dans les villages, les femmes devenaient les principales opératrices des chaînes de séchage, gérant la post-production agricole avec une efficacité nouvelle.
Les jeunes, longtemps attirés par les grandes villes, revenaient vers les zones rurales où les opportunités d'emploi se multipliaient. Les écoles éclairées par les lampadaires solaires accueillaient désormais des cours nocturnes, ouvrant un espace inédit pour l'éducation dans les régions les plus reculées. En rétrospective, l'ensemble de cette séquence, de l'amorçage à l'essor puis à la stabilisation relative, porte la marque d'un basculement structurel. Le pays, réorganisé autour d'un modèle agrosolaire circulaire, se découvre capable non seulement de répondre à ses besoins énergétiques et alimentaires, mais aussi d'exporter son surplus vers le Mali. La dynamique enclenchée par Ibrahim Traoré montre qu'une initiative pensée pour la survie peut devenir en quelques mois un cadre durable pour l'autonomie collective. Dès les premiers mois de déploiement, la ligne de base énergétique du Burkina Faso a été bouleversée, passant d'une production locale limitée à un niveau dépassant les 6 000 watts d'énergie propre générée. Cette progression fulgurante, qui contrastait avec les capacités historiquement faibles du pays, soulignait l'efficacité immédiate du système agrosolaire. L'augmentation rapide de puissance témoigne d'un réseau en expansion maîtrisée, capable de soutenir des zones rurales qui dépendaient auparavant presque exclusivement du diesel. Chaque kilowatt supplémentaire représentait un pas mesurable vers une autonomie que peu d'analystes anticipaient. En parallèle, les données agricoles ont révélé une transformation tout aussi spectaculaire, puisque la production moyenne a enregistré une hausse de 32% dans les zones pilotes. Cette amélioration marquée validait l'hypothèse selon laquelle l'irrigation solaire pouvait compenser la variabilité climatique du Sahel. Les terres autrefois stériles ont retrouvé une capacité productive que les agriculteurs eux-mêmes décrivaient comme inimaginable quelques années plus tôt. Chaque récolte plus abondante confirmait la pertinence d'un modèle reposant sur la circularité entre lumière, eau et sol. Sur le plan budgétaire, un autre indicateur a renforcé la crédibilité du projet: la chute de 50% des importations de diesel, générant une économie annuelle estimée à 180 millions de dollars. Cette réduction spectaculaire allégeait immédiatement la pression sur les finances publiques, permettant une réaffectation stratégique vers l'infrastructure locale. Les économies ainsi dégagées offraient une marge d'action nouvelle pour renforcer les hubs solaires et soutenir les usines en construction. Chaque point de pourcentage économisé consolidait la stabilité du modèle agrosolaire. Ces résultats quantitatifs ont permis d'établir une corrélation cohérente entre les performances énergétiques, agricoles et économiques. Les images satellitaires, qui montraient la régénération de 4 millions d'acres, validaient la portée spatiale du projet. Les transformations observées n'étaient plus de simples signaux isolés, mais la manifestation d'un système complet, équilibré et reproductible. Les zones rurales devenaient progressivement autosuffisantes, leurs réserves d'eau et eau, compensant les variations climatiques grâce à une gestion énergétique fine. Dans cette dynamique, le lien entre données techniques et effets sociaux se confirmait également. Plus de 70 000 femmes avaient intégré les chaînes de transformation, bénéficiant d'un accès stable à la production et à la distribution agricole. Les, ch- les jeunes trouvaient des emplois nouveaux, absorbant une part significative du chômage régional. Les districts les plus secs, grâce à l'utilisation secondaire de la chaleur solaire pour purifier l'eau, enregistraient une baisse notable des maladies hydriques, confirmant les bénéfices indirects du modèle. Vu dans sa globalité, l'ensemble de ces indicateurs dessine une trajectoire où chaque mesure renforce l'autre. Le pays construit un écosystème intégré où l'énergie alimente l'agriculture soutient l'économie et l'économie solidifie les infrastructures.
Ce réseau d'interdépendance forme une boucle vertueuse qui dépasse la simple addition de résultats ponctuels. La cohérence de l'ensemble devient alors l'argument principal pour comprendre pourquoi le projet initié par Ibrahim Traoré suscite autant d'attention dans la région et au-delà. Les critiques les plus récurrentes soulignent que le modèle repose sur une économie fragile, incapable de supporter une expansion trop rapide sans aide extérieure. Selon certains économistes, l'autosuffisance énergétique et alimentaire ne peut se maintenir durablement dans un pays où la majorité des infrastructures doivent encore être consolidées. La dépendance initiale à l'importation de panneaux, de batteries ou d'équipements hydrauliques constitue, selon eux, un angle mort qui menace la stabilité à long terme. Il rappelle que des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement pourraient provoquer des pannes en cascade, ralentissant brutalement la dynamique actuelle. À l'opposé, un autre courant critique reproche au projet sa posture souverainiste jugée excessive. Le refus de certaines offres du FMI ou d'institutions internationales est perçu comme un risque diplomatique susceptible d'isoler le Burkina Faso. Ces observateurs estiment que la coopération internationale reste indispensable pour soutenir un projet d'une telle ampleur. Selon eux, une approche trop centrée sur l'indépendance pourrait freiner l'intégration régionale et compliquer les accords transfrontaliers nécessaires à la distribution d'énergie. Face à ces deux positions, la réponse du terrain apporte un contrepoids constant, fondé non sur des projections, mais sur des résultats mesurables. La production locale d'équipements a déjà réduit de 40% les importations essentielles à l'entretien du réseau, démontrant que la dépendance initiale diminue à mesure que les usines se structurent. Trois sites industriels sont désormais opérationnels et la montée en compétence des équipes locales renforce la résilience globale du système. De plus, l'intégration énergétique avec le Mali, amorcée dès les premiers mois, prouve que la recherche de souveraineté ne s'oppose pas à la coopération régionale lorsqu'elle repose sur des accords équilibrés. Dans ce rapport de force entre prudence économique et affirmation politique, les données de terrain montrent un modèle plus robuste que ce que ses détracteurs imaginaient. Les résultats obtenus ne réfutent même pas les critiques, mais démontrent que le système testé possède une marge d'adaptation large, soutenue par une industrialisation progressive et une participation communautaire massive. Par ailleurs, au moment où les premières stations solaires deviennent pleinement opérationnelles, une rupture inattendue apparaît dans les zones pilotes. La combinaison simultanée de l'irrigation continue et de la production excédentaire d'énergie crée un surplus que personne n'avait anticipé aussitôt. Ce point de bascule surprend les ingénieurs eux-mêmes, qui observent que la stabilité hydraulique permet non seulement d'étendre les cultures, mais aussi d'alimenter des équipements de purification utilisant la chaleur solaire résiduelle. Cette convergence de fonctions transforme soudainement un système unidirectionnel en un écosystème circulaire complet. Dans ce basculement, l'effet social s'amplifie. Les ateliers gérés par des femmes deviennent des nœuds économiques capables de stocker, sécher et redistribuer les produits agricoles avec une efficacité nouvelle. Les infrastructures communautaires prennent alors une importance stratégique, reliant les activités locales aux pôles énergétiques régionaux. Cette articulation inattendue, qui renforce simultanément autonomie et production, donne une dimension supplémentaire à la vision portée par Ibrahim Traoré. À partir de ce moment, le projet cesse d'être une succession de réussites techniques pour devenir un modèle cohérent où chaque amélioration renforce l'ensemble du système. La convergence révélée au midpoint déclenche une série de conséquences concrètes qui redéfinissent la trajectoire du Burkina Faso. Les premières répercussions touchent directement les communautés rurales qui voient leur quotidien transformé par une combinaison d'énergie fiable, d'irrigation constante et d'accès élargi à l'eau purifiée.
Les champs, autrefois vulnérables à la sécheresse, deviennent productifs même durant la saison sèche, stabilisant les récoltes et réduisant l'incertitude saisonnière. Grâce à ce nouveau rythme, les agriculteurs développent une organisation plus efficace, gérant les semis et les récoltes selon des cycles ajustés à la disponibilité énergétique. Du côté des dynamiques économiques, l'impact est tout aussi significatif. La baisse de 50% des importations de diesel libère une marge budgétaire considérable, permettant d'investir dans les infrastructures locales. Les ateliers communautaires, notamment ceux dirigés par plus de 70 000 femmes, ajoutent une valeur tangible à chaque récolte en séchant, stockant ou conditionnant les produits agricoles. Cette chaîne intégrée réduit les pertes et augmente les revenus moyens, créant une base économique plus stable dans les zones rurales. Par la suite, l'exportation d'électricité vers le Mali devient une source de revenus supplémentaires, consolidant la position du pays dans une coopération régionale renouvelée. Les effets sur la dimension sociale et démographique révèlent une autre facette du changement. Les villages, désormais éclairés la nuit grâce aux lampadaires solaires, permettent la reprise des cours du soir et renforcent l'accès à l'éducation. Les jeunes, longtemps attirés par les centres urbains, retournent dans leur commune d'origine où les opportunités d'emploi se multiplient avec l'extension du réseau agrosolaire. Cette redistribution progressive contribue à rééquilibrer la densité démographique et à revitaliser les zones autrefois en déclin. Les femmes, devenues actrices centrales du système, gagnent une autonomie financière qui modifie les structures sociales traditionnelles. Les répercussions au niveau régional s'annoncent également structurantes. L'intégration énergétique avec le Mali, amorcée dès les premiers mois, laisse entrevoir un corridor de coopération capable d'impliquer d'autres pays du Sahel. Cette dynamique renforce l'idée qu'un modèle circulaire peut dépasser les frontières nationales et devenir un levier partagé de stabilité. Les institutions régionales observent avec intérêt la capacité du Burkina Faso à construire une autonomie par ses propres ressources, tout en maintenant un dialogue équilibré avec ses voisins. Cette articulation régionale confirme que la vision d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans une logique qui dépasse la simple souveraineté nationale pour évoluer vers un équilibre solidaire. Dans l'ensemble, ces conséquences montrent que le projet agrosolaire ne se contente pas de résoudre des problèmes immédiats. Il restructure l'économie, redéfinit les liens sociaux et renforce la position du pays au sein du Sahel. Le basculement du midpoint trouve ainsi son prolongement naturel. La stabilité acquise n'est pas un effet isolé, mais le résultat d'un système cohérent où énergie, eau et agriculture se renforcent mutuellement. Sur les 12 prochains mois, l'évolution du projet agrosolaire pourrait suivre trois trajectoires distinctes, chacune déterminée par la stabilité du réseau énergétique, la montée en puissance des infrastructures locales et la capacité des communautés à maintenir le système sans rupture. Le Burkina Faso entre dans une phase charnière où chaque décision technique, chaque ajustement logistique et chaque extension territoriale influencera la solidité du modèle. Pour comprendre ce qui pourrait advenir, il faut envisager trois horizons plausibles, articulés autour de dynamiques déjà observées sur le terrain. Dans le scénario de base, le pays consolide tranquillement ses acquis sans accélération excessive. Les rendements agricoles continuent de croître de manière modérée, soutenus par une irrigation stable et une maintenance régulière des hubs solaires. Les connexions régionales avec le Mali et le Niger se renforcent lentement, créant un réseau énergétique fiable sans ambition démesurée. Le gouvernement privilégie la stabilisation des infrastructures existantes, ce qui permet d'assurer une continuité des gains économiques et une résilience raisonnable face aux aléas climatiques. Dans le scénario optimiste, les investissements privés
principalement venus d'entreprises africaines, s'intègrent au dispositif. Les pôles agroénergétiques s'élargissent, la production excédentaire augmente et les infrastructures se connectent à de nouveaux corridors, notamment en direction de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Les rendements dépassent les prévisions de 40%, transformant le Burkina Faso en laboratoire stratégique de souveraineté circulaire. Le pays devient alors un centre d'attraction pour chercheurs, ingénieurs et investisseurs, consolidant un leadership régional inédit. Dans le scénario pessimiste, des pressions extérieures s'intensifient. Les tensions diplomatiques se multiplient, tandis que des restrictions commerciales ou cyberattaques visent les infrastructures énergétiques. Les chaînes d'approvisionnement ralentissent, rendant plus difficile l'entretien des batteries et des panneaux solaires. Les coûts augmentent et la rentabilité s'érode, mettant à l'épreuve la résilience du système. Toutefois, même sous contrainte, le modèle conserve une marge de survie grâce à la production locale et à l'ancrage communautaire. Dans ces trois horizons, l'élément déterminant reste identique: la capacité à maintenir une logique circulaire où énergie, eau et agriculture s'alimentent mutuellement sans dépendance excessive. La clé repose moins sur la vitesse que sur la cohérence des choix à venir. Pour les familles vivant dans les zones rurales, la transformation en cours ne se résume plus à des statistiques ou à des images satellitaires. Chaque foyer ressent concrètement l'effet d'un réseau énergétique stable. Les lampadaires solaires prolongent les heures d'études, les réservoirs remplis sécurisent l'irrigation et les ateliers communautaires offrent des revenus réguliers. Cette stabilité nouvelle modifie profondément la relation quotidienne à l'eau, à la lumière et au travail, donnant aux villages un horizon qu'ils avaient perdu depuis longtemps. Les habitants redécouvrent une forme de contrôle sur leur environnement immédiat. Pour les jeunes, les changements ouvrent un espace inédit, celui d'une perspective professionnelle qui n'oblige plus à quitter leur terre. Les pôles de production, les ateliers de transformation ou les stations de maintenance créent des emplois ancrés localement, ce qui rééquilibre doucement les mouvements migratoires internes. Les écoles désormais éclairées, la nuit deviennent des lieux de formation plus accessibles, renforçant le potentiel de compétences dans des régions longtemps laissées à l'écart. Cette dynamique redonne une valeur économique et symbolique au village. Pour les femmes, l'impact est encore plus marqué. Les chaînes de séchage, les unités de conditionnement ou les coopératives agricoles leur offrent une autonomie financière inédite. Cette prise de responsabilité modifie la dynamique sociale, transformant des rôles longtemps figés en espaces de décision concrètes. Beaucoup deviennent les pivots organisationnels du système agro-solaire, consolidant la cohérence entre énergie, production et distribution. Les communautés s'appuient désormais sur leur expertise pour structurer les activités quotidiennes. Dans ce contexte, deux gestes simples renforcent la progression: multiplier les formations locales autour de l'entretien des équipements et encourager les coopératives à partager leurs méthodes entre villages. Chaque petite action consolide une transformation plus vaste. Pour transformer l'élan actuel en architecture durable, un plan d'action structuré s'impose, articulé autour de plusieurs étapes capables de renforcer la cohérence du modèle. Le premier axe consiste à généraliser les stations solaires communautaires dans chaque village dépassant 2000 habitants. Cette expansion progressive, initiée dès 2025, permettrait de garantir une distribution homogène de l'énergie et de réduire les ruptures locales dans l'irrigation. La performance serait mesurée par le nombre de hubs actifs et par leur capacité à maintenir une production stable. Le deuxième axe concerne l'industrialisation nationale. Trois nouvelles usines dédiées à l'assemblage des batteries et des équipements solaires doivent entrer en service d'ici 2030,
renforçant une production locale déjà amorcée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. La progression se mesurerait par la diminution continue des importations et par le volume mensuel d'équipements produits. Cette approche crée un socle industriel essentiel, réduisant la vulnérabilité du pays face aux tensions extérieures décrites dans les scénarios précédents. Le troisième axe vise l'intégration agriculture-recherche. La création d'universités rurales et d'instituts agroénergétiques permettrait de concevoir des semences adaptées au cycle d'irrigation solaire. Les résultats seraient évalués par la croissance des rendements agricoles dans les zones pilotes et par la diffusion des innovations entre régions. Ce lien direct entre science et pratique garantit une évolution constante du système. Un dernier axe, régional celui-là, consiste à consolider un corridor logistique commun avec le Mali et le Niger afin de fluidifier les flux énergétiques et agricoles. Ce réseau, mesuré par son taux d'interconnexion fonctionnel, renforcerait la stabilité collective. L'ensemble dessine une stratégie où chaque étape consolide l'équilibre circulaire évoqué au P10. Dans les premiers villages pilotes, les techniciens qui vérifiaient chaque matin l'alignement des panneaux n'imaginaient pas que leurs gestes répétés deviendraient les symboles silencieux d'une renaissance collective. Les bassins d'eau qu'ils avaient réveillés presque par obstination sont maintenant au cœur d'un quotidien transformé, où l'irrigation régulière façonne des habitudes nouvelles. Les coopératives féminines, autrefois fragiles, se sont imposées comme des repères solides où l'organisation et la maîtrise technique deviennent des formes de pouvoir local. Ce retour à la maîtrise du terrain redonne aux communautés une épaisseur que l'on croyait perdue. Dans ce mouvement, la vision portée par Ibrahim Traoré apparaît moins comme une rupture que comme une continuité assumée, celle d'un pays qui décide de ne plus se laisser définir par ses fragilités, mais par sa capacité à produire, relier et stabiliser. Les villages éclairés la nuit témoignent d'une transformation qui dépasse les infrastructures pour toucher les imaginaires, car la lumière désormais accessible devient un langage commun. Les familles voient leurs espaces s'élargir, non pas par des discours, mais par des actes répétés et ancrés dans la terre. Au cœur de cette dynamique, une idée s'impose avec force. La dignité se construit chaque jour. À mesure que les villages gagnent en autonomie et que les réseaux se structurent, une question traverse désormais les conversations. Comment prolonger cette dynamique sans la figer? La lumière produite par les stations solaires n'est plus seulement d'une ressource technique. Elle devient un repère social, un fil commun reliant des familles, des coopératives et des territoires longtemps dispersés. Chaque atelier, chaque champ et chaque réservoir raconte une même trajectoire, celle d'un pays qui choisit d'avancer par ses propres moyens. Dans cette continuité, le rôle de chacun prend une valeur nouvelle. Les initiatives locales, les formations partagées et les gestes répétés forment un tissu collectif capable de soutenir la transformation sur le long terme. Les villages s'aperçoivent que leur contribution quotidienne renforce un modèle qui dépasse leurs frontières. Cette prise de conscience crée un espace d'engagement ouvert où chaque voix peut enrichir la réflexion. Alors, pour vous qui suivez cette histoire, une question demeure. Quelle part souhaitez-vous prendre dans la lumière qui s'étend?